J'avoue que c'est un grand plaisir d'entendre Stéphane Paoli parler au présent de Bernard Maris. C'est, j'espère, aujourd'hui ce qu'on essaye finalement de décliner, c'est sa présence. À présent, je ne vais pas vous présenter notre prochain témoin, car vous le connaissez tous. Ce mot témoin prend une dimension particulière le concernant, puisqu'il a aussi été témoin le 7 janvier de choses que nous n'avons pas, nous, vécues directement, mais par médias interposés, avec beaucoup, évidemment, de souffrance. Je demande à Patrick Pelou de bien vouloir me rejoindre. Merci beaucoup. Oui, et heureusement que vous n'avez pas vu tout ce qu'on a pu voir, en fait. Aujourd'hui, on va dire qu'aujourd'hui, c'est le printemps qui fait doux, que les arbres sont magnifiques et qu'il fait bon vivre. Et l'une des choses les plus importantes, avant de revenir à ces années Charlie, aux côtés de Bernard et des autres, c'est quand même, je vous engage à ça, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, c'est qu'on ne s'aperçoive pas forcément quand le bonheur est là. Donc faites-y attention. Des fois, c'est un truc anonyme, on ne le voit pas, on a l'impression qu'il n'est pas là. En fait, il est là. Faites-y très attention. C'est un peu ce qui m'est arrivé. J'ai vécu des années aux côtés de personnalités absolument merveilleuses qui ne me quittent pas. Ça serait vous mentir. En fait, ils sont tout le temps là. Hein, voilà. Ils sont en permanence à nos côtés. Comment est-ce que tout a commencé ? Grâce à Philippe Val, ou à cause de Philippe Val, mais surtout grâce à Philippe Val et à son idée totalement folle, un jour de dire on va remonter Charlie Hebdo, et à côté vous aviez bien sûr Cavana qui a dit mais oui, le titre est libre, et puis Cabu et Bernard, d'autres comme Renaud qui ont donné, et ça a lancé le renouveau de Charlie, voilà, sur des états d'esprit. Et alors pourquoi Bernard a voulu mettre Oncle B, ça j'ai jamais bien compris, mais ça restait Oncle B et c'était comme ça. Et il est resté comme ça, fondamentalement, sur Oncle B. Et c'était marrant, quoi. Comment j'ai atterri avec eux ? Par le hasard, parce qu'un jour, Philippe Val me voyait hurler sur les manques des hôpitaux, etc. Je vais y revenir, je vais en profiter devant des économistes. Et donc... Et Philippe, un jour, m'avait dit « Mais t'es bon à l'oral, tu seras bon à l'écrit. » Alors moi, je lui avais répondu « Ben non, j'écris que des ordonnances, ça me paraît difficile. » Et j'ai atterri... j'ai combien d'heures ? Parce que là, je peux vous faire... en gros, tu m'arrêtes ? Bon, très bien, merci. J'ai atterri, alors ils ont envoyé Sylvie Coma, qui était journaliste, pour faire un reportage aux urgences Saint-Antoine où j'étais, dans mon couloir, là, avec tous les malades et tout. Et j'étais, oui, je fais comme beaucoup d'entre vous, partie de la génération Coluche, Reiser, Harakiri, quand j'étais tout gamin, il y en avait partout dans la maison. Alors donc, d'un coup, il y a Sylvie Coma qui me dit, viens au journal, viens voir. Et j'étais convaincu d'arriver dans une brasserie où tout le monde aurait été bourré, à moitié à poil et tout. Pas du tout, je suis arrivé dans une espèce de rituel où c'était le grand silence, ils étaient tous assis autour d'une table, impressionné que j'étais, parce que comme a raconté Paoli, j'écoutais régulièrement les débats entre Sylvestre et Bernard Maris, en espérant que Bernard Maris l'achève à la fin de chaque phrase. Et ah là là, cette époque merveilleuse. Et donc, je suis arrivé, je vous dis, j'étais convaincu de voir des gens qui étaient dans une espèce de grand banquet. Pas du tout, ça buvait de l'eau, chacun son tour, c'était rigoureux, fallait faire le chemin de fer. Après, j'ai été invité à la table. À la table, il y avait un troquet pas loin, donc on était à la table avec Philippe Val, Cavana, Bernard Maris, Cabu, Charb, et ils étaient tous à la salade verte. Et alors là, voilà, et à ce moment-là, c'est là où Philippe Val me dit « Il faut que tu écrives avec nous ». Et donc, j'ai décliné, parce que je lui ai dit « Je suis incapable d'écrire », mais je trouvais la proposition réjouissante. Évidemment, il y a eu mon tube de l'été l'année suivante, la canicule. Merci. Et donc, ça m'a permis de commencer à écrire, et c'est là où ça a commencé, et où, en fait, les rencontres se sont scellées, un petit peu comme si dans mon destin, parce que je connaissais Charb,
T-News avant, parce que notamment les têtes raides avaient organisé des chaos sociaux, où d'ailleurs Bernard Maris était venu faire une intervention qui consistait à pousser quelques gueulantes associatives et sur les fondements que vous connaissez, que vous avez si bien décrits de ce qu'aimait Bernard. Alors après, ça a commencé l'écriture. Comment vous dire? Chaque semaine, il y avait cette table en fer à cheval. Ils étaient tout le monde prenait à peu près la même place. Et toutes les questions économiques étaient renvoyées à Bernard. Et c'est vrai, vous avez eu raison de le souligner, il faisait des textes qui étaient extrêmement faciles à lire et extrêmement généreux. Il n'y a pas meilleur pédagogue et intelligence que quelqu'un qui rend un système compliqué simple et facile, et où d'un coup on se dit, bah, finalement on peut tous faire de l'économie. Et c'était ça qui était formidable avec Bernard, parce qu'il n'y avait jamais d'humiliation des autres, et il recevait des piles de courriers, et comme nous tous, on recevait un paquet de gens qui avaient beaucoup de choses à nous dire en très beaucoup de temps, qui était impossible à écouter, et il était toujours extrêmement patient. Il y avait une connivence avec les autres. C'est pas qu'il y avait une fracture générationnelle, mais disons que les plus jeunes regardaient toujours les anciens à Charlie avec des yeux... et ils étaient très écoutés. Et Bernard avait ce souci au niveau du journal de faire rentrer sans arrêt des jeunes ou d'être à l'écoute des jeunes. Il me disait, mais il faut que tu ailles sur le terrain, il faut aller sur le terrain. Il était passionné, on échangeait souvent, bien sûr, sur l'économie de santé. Oh, les débats qu'on a eus sur l'entrée et la mise en place de la tarification à l'activité dans les hôpitaux, mais c'était sans fin, parce qu'il rageait. Il disait, mais qu'est-ce que tu fous? Tu devrais faire plus de manifs, tu devrais plus gueuler, c'est une épouvantable connerie, vous allez casser l'hôpital service public. Donc c'était quelque chose qui nous portait énormément. Et alors évidemment, oui, alors il y a eu des grands moments. Vous allez écouter tout à l'heure, quand d'un coup, parce que j'ai plutôt l'office un peu aussi de gentil organisateur à Charlie. Donc on avait... à l'hiver 2008, j'avais décidé de faire un disque et de les faire tous chanter. Donc j'avais fait chanter Bernard Maris. Il avait choisi d'écrire une chanson, le CAC 40, que vous allez écouter tout à l'heure, en faux bourdon. C'était assez surréaliste, merveilleuse interprétation. Et donc ça suivait. Évidemment, il y a eu le moment où il est arrivé en disant bah, ça y est, je suis administrateur de la Banque de France. Alors là, on s'est tous marrés, parce que Charlie Hebdo, Banque de France, c'était un peu bizarre. C'est un peu comme si on nous disait que maintenant on a des millions en caisse. C'est pas possible. Donc c'était des années d'une richesse incroyable, quoi. Et il faut se souvenir de ça, parce que, si vous voulez, il faut qu'on tienne, parce que leur rendre hommage, c'est de continuer, quoi. Continuer à avoir d'autres discours, tant sur le système économique que sur le système de la santé, ne pas se laisser faire, et surtout avec la guerre qu'il y a, parce que guerre il y a, et je l'ai vu, il faut absolument défendre ce qu'il défendait, ce que je défends à tout craint aussi au niveau de la santé, c'est la culture. Parce que la bataille, ce livre-là, c'est pour ça qu'il y a... Avant-hier, ils ont attaqué un musée, d'accord? C'est la culture les dérange, les nazis. Donc il faut casser ça. Et d'autre part, il n'y a pas plus grand philosophe. Vous disiez fort justement qu'il était psychanalyste, entre autres, mais il était surtout philosophe, parce qu'il n'y a pas meilleur philosophe que celui qui sait faire de l'humour et qui sait rire presque de tout, et presque avec tout le monde, il faut le dire maintenant. Mais c'était vraiment quelqu'un qui savait se marrer et qui savait communiquer. Souvenez-vous de l'émission qu'il avait, une petite parenthèse, un samedi matin, comme ça, en économiste, où il partait dans un espèce de truc, des fois, lui-même s'y perdait d'ailleurs. C'est ça qui était bien, je suis. Et c'était vraiment bien foutu. Alors, comment dire, les choses et comment ça évolue à l'heure actuelle au journal. Oui, il y a beaucoup d'argent, ça a attiré beaucoup de crotales, évidemment. Donc il faut qu'on se défende. Donc on se défend en faisant un collectif. Et souvent on parle de Bernard, parce que ce qu'on voudrait faire naître dans le journal, c'est ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire la coopérative des salariés.
Et c'était assez drôle, vous savez, je l'ai dit à Raphaël et Gabriel, c'était la dernière fois que j'ai parlé avec lui, c'était vers fin décembre. On avait fait un pot comme on en faisait souvent à Charlie, parce qu'on picole quand même assez régulièrement, et heureusement. Et on devait faire correspondance entre un médecin et un économiste. On avait scellé ça, on avait dit c'est un beau projet, on va faire ça. Et on a discuté, il m'avait dit, mais de toute façon, on avait parlé justement de l'évolution déjà à l'époque du journal sur ces... Il m'avait dit, mais de toute façon, les SARL, c'est foutu, ça ne marchera plus, il faut que de l'économie coopérative et sociale, solidaire, il n'y a que ça. Et après, évidemment, il me parlait immédiatement, il me demandait de vendre ma moto, parce qu'il me disait, ça sert strictement à rien de voir une moto à Paris. Donc, c'était à chaque fois ça. Bon, je pourrais parler des heures là-dessus. Évidemment, tous les hommages, il ne faut pas oublier qu'il n'était pas tout seul, qu'il y avait Cabu, il y avait cette espèce de connivence entre les deux. Ils étaient toujours assis l'un à côté de l'autre, d'ailleurs. Même au dernier moment, ils ont été assis l'un à côté de l'autre. Ouais, vous voyez, Bernard Maris, c'était le Cabu de l'économie parce qu'ils avaient une espèce de complicité. On ne se parlait pas forcément, mais on se disait la même chose. C'est ce qui est d'ailleurs profondément agaçant avec les meilleurs amis qu'on peut avoir, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup parler. Mais quand ils sont plus là, on se dit putain, mais j'avais tellement de choses à lui dire. Et avec Cabu, c'était pas, ils étaient l'un à côté de l'autre. Et Cabu, à chaque fois qu'il chopait des idées de Bernard, il faisait les dessins et il se disait ça c'est une bonne idée, etc. Là-dessus. Évidemment, il faut parler d'Honoré. Honoré, comment vous dire, c'était le gentleman. Honoré, vous aviez l'impression de voir voilà, un aristocrate sous Victoria, de la Grande Angleterre, de Sherlock Holmes, toujours très classe. Et ils avaient fait les bouquins que vous aviez cités, énormément de bouquins, toujours avec ce trait très noir comme ça qu'Honoré savait. Honoré, c'était un dessinateur qui dessinait dans le noir. Tout était toujours noir, mais c'était parfait, c'était avec une harmonie incroyable. Et ça collait avec les... Et c'était... Alors moi, j'étais voisin de page avec Bernard. J'étais à page 7, ils étaient à la page 6. Donc c'était mes voisins de page. Donc c'était très drôle, parce que, bon, vu que j'écris mes articles, je ne les relisais pas, mais d'un coup, je lisais à chaque fois la grande bande qu'il faisait, et qui était magnifique. Évidemment, il faut parler de Tinius. Tinius qui écrivait aussi et qui dessinait dans Marianne, et qui faisait souvent des dessins. Alors, Bernard adorait comment Tinius représentait les gens riches. C'était toujours des gens très, très gros, avec des gros chapeaux et des gros cigares. C'était toujours ça, et des mouches tout autour. Voilà. Après, Plantu a piqué l'idée des mouches pour quelqu'un d'autre, inconnu maintenant, mais c'était cette espèce de connivence, tu vois, sur l'économie qui les rassemblait. Évidemment, il a fait partie de ceux qui ont amené Elsa Khayat, qui était psychanalyste et qui a commencé à écrire dans le journal. Et c'était extraordinaire parce que qu'est-ce qu'on se marrait avec Elsa Khayat. Vous avez jamais vu une femme arriver avec des talons hauts, un jogging et un manteau peau de léopard entouré d'une fourrure. Elle, si. Elle pouvait le faire. Et c'était terriblement drôle parce qu'il y avait à chaque fois, et c'est très bien ce que vous avez dit, parce que cette espèce de chose, de connivence entre l'économiste et la psychanalyste, et Elsa avait par contre un défaut. Dès qu'elle était contente, elle hurlait « ouais » dans l'oreille. Et elle était souvent à côté de moi, et dès que Bernard l'ouvrait, elle était très contente, donc j'avais une surdité. Enfin bon. Et ça, c'était bien. Évidemment, il y avait Georges Wolinski, qui était jamais loin, en fait, qui était en face de Bernard régulièrement. Et Georges, ils avaient un point commun, c'était Cuba, évidemment, et le cul des cubaines. Mais ça, c'était très Georges. Georges était très comme ça. Voilà. Et on avait réussi à faire venir à la fête de l'UMA à peu près tout le monde une année. Même Bernard était venu, tout le monde était venu. Et on les avait fait dédicacer au stand de Cubassi. Et ça avait été très drôle parce qu'évidemment, ils étaient tous partis torchés avec le rhum de là-bas. C'était une évidence. Alors, évidemment, il y a Charb, qui était mon frère, qui, comme les autres, nous manque énormément. Surtout que là, je vous dis, on se retrouve dans des paradoxes incroyables.
et où il faut à la fois tenir sur les deuils que nous avons tous à différentes parties de ce qu'ils représentaient, et il faut reconstruire quelque chose et continuer. Parce que Bernard n'aurait pas voulu qu'on lâche la corde, en fait. On ne peut pas la lâcher. On ne peut pas la lâcher, et pour faire référence à ce qu'il disait, ce que vous citiez sur son ouvrage sur la guerre de 14, il adorait, j'avais fait des chroniques, j'en ai un bouquin qui est sorti après sur l'agonie des gens célèbres, et Bernard, je lui avais dit, bah tiens, je vais faire, j'en avais reparlé avec lui parce que je voulais faire l'agonie des soldats sur le chemin des dames. Et il m'avait dit, c'est très important, il faut le faire, il faut toujours parler de la guerre de 14, plus personne ne va en parler, c'est très grave, etc. Et il partait sur son couplet sur la guerre de 14, qui était vraiment sublime. Et ben, je reprends, en fait, et ça a été très difficile de se dire qu'on reprend les projets qu'on avait décidé de faire avec d'autres et qu'ils ne sont pas là. Mais voilà, ils ne sont pas là et ils ne seront plus là. Mais en fait, ils sont là, présents, parce que les faire vivre encore, un mot paradoxal dans cette phrase, mais les faire vivre après tout ce qui s'est passé, c'est justement tenir sur des valeurs qui sont des valeurs, il le disait mieux que moi, sur les valeurs de la laïcité. Et donc, il faut continuer. Il faut profiter d'une assemblée aussi prestigieuse que la vôtre pour dire que tout le monde est soldat pour la défense de la laïcité. Et tout le temps. Et il n'y a pas de petit niveau. À l'école, dans les facs, dans les universités, à l'hôpital, tout le temps. Et n'importe quelle personne, comme mon président de la CME, de la PHP, qui refuse une question sur la laïcité, cet homme est alors complice, parce qu'il ne défend pas la laïcité. À travers ça, ce sont les valeurs de la République. Évidemment, vous les avez citées, il les a citées mieux que moi. Et avant toute chose, et ça je le crois par mon métier, c'est bien sûr la valeur sur la fraternité. L'un des trucs qu'il me disait à chaque fois, c'était qu'il était très fier que je sois au journal. Il trouvait toujours mes articles très bien. Je pense qu'il ne les lisait pas tous, sinon il n'aurait jamais dit de dire ça. Mais c'est évident qu'il faut qu'on reste acteur de ça. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on se bat, que l'ensemble des dessinateurs et rédacteurs de Charlie Hebdo et salariés de Charlie Hebdo se battent. C'est pour qu'on puisse continuer. On est redevable d'une espèce de volonté populaire de croire que tout est encore possible pour l'humanité. Et je pense que c'est encore possible. Le silence leur appartient même pas, puisque de toute façon, quand il y a le silence, on pense à eux. Merci.